Bonjour, je suis Alain Carroux, je suis responsable des collections vidéo au département de l'audiovisuel de la BNF. Ce sont des collections pas forcément très connues de vous qui familiers peut-être davantage de collections patrimoniales plus anciennes et pour lesquelles la BNF est plus connue. Ce sont des collections audiovisuelles sonores, vidéo, multimédia qui entrent année après année par le dépôt légal et également par des dons et des dépôts de grands fonds qui nous sont faits par des créateurs. Ce sera le cas de ce soir, j'en parlerai plus avant. La majorité de ces collections, elles sont accessibles exclusivement sur place pour des questions de droit, parce que ce sont des collections très contemporaines. Néanmoins, sur Gallica, vous pouvez aujourd'hui trouver des très riches collections sonores. Les collections sonores de la BNF remontent au début du XXe siècle pour les plus anciennes. Et puis, du côté des collections vidéo, dont on va parler aujourd'hui, une sélection de films documentaires. Alors, la vidéo qu'on va voir ce soir n'est pas encore sur Gallica parce qu'elle a été restaurée récemment, mais vous pouvez la voir d'ores et déjà sur Vimeo. C'est la première présentation publique de cette restauration. Nous partons en effet ce soir à la découverte d'une des premières œuvres marquantes de l'histoire de la vidéo, une œuvre à la fois dissidente et poétique qui est due à Hélène Chatelain. Il y a quelques semaines, l'épidémie de coronavirus a emporté Hélène Chatelain à l'âge de 84 ans. Pour les amoureux du cinéma, le nom d'Hélène Chatelain évoque forcément d'abord le film La Jetée de Chris Marker, un film de 1962. Elle est dans ce film qui est constitué d'un montage, d'une succession de photographies. J'espère qu'on voit bien la couverture du catalogue de Marker de la Cinémathèque, sur laquelle on voit donc une des images de La Jetée, ce visage d'Hélène Chatelain qui hante la mémoire du narrateur et qui fixe aussi, de manière assez inoubliable pour les cinéphiles, le visage d'Hélène Chatelain. Mais les apparitions d'Hélène Chatelain à l'écran se sont arrêtées là, avec ce film inoubliable, alors qu'elle-même va devenir ensuite la réalisatrice de toute une œuvre en vidéo, de même d'ailleurs qu'elle a été une traductrice et une éditrice de la littérature russe très importante, mais c'est une autre affaire. Elle va réaliser donc toute une œuvre en vidéo qui reste peu connue et qui est extrêmement personnelle, qui a un caractère tout à fait unique. Le département de l'audiovisuel de la BNF a récemment terminé de restaurer, je le disais tout à l'heure, l'une de ses vidéos d'Hélène Chatelain, c'est Irlande, terre promise, qui date de 1982. Vous pouvez la découvrir en avant-première sur Vimeo. La vidéo, donc, je vais y aller tout de suite. Voilà, elle est donc visible intégralement, elle dure 47 minutes. Et c'est cette œuvre que je vais vous présenter ce soir. Alors, un mot du contexte d'abord. Nous sommes en 1981 à Derry, en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, ou le Ulster, je le rappelle, c'est la partie de l'île qui est restée au sein du Royaume-Uni quand le reste de l'île est devenu une république indépendante au début des années 20. À partir de la fin des années 60, les communautés catholiques et protestantes se sont affrontées violemment autour des revendications d'égalité réelle, d'égalité civile portées par les catholiques. L'armée britannique a été déployée en interposition et elle a vite été perçue comme partiale et donc ennemie par les catholiques, et une résistance armée s'est organisée, l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. En 1980, plusieurs activistes armés incarcérés à la prison de Long Kesh se sont mis en grève de la faim afin de se voir reconnaître un statut de prisonnier politique. Et c'est notamment le cas de Bobby Sands, un nom très connu, qui va mourir en détention
qui va devenir une sorte de martyr de la cause nord-irlandaise. C'est dans tout ce contexte très dramatique et très tendu que l'homme de théâtre Armand Gatti vient travailler à Derry. Armand Gatti, il est français, il est ancien résistant, il est dramaturge, il est metteur en scène. Et depuis 1968, il a cessé de faire du théâtre sur les scènes consacrées, dans des salles de théâtre, et il va préférer aller à la rencontre des habitants d'une communauté, que ce soit dans le Brabant wallon, que ce soit à Saint-Nazaire, que ce soit dans le pays de Montbéliard, pour monter à chaque fois avec eux, pendant plusieurs mois, pendant des résidences longues, un projet de création. Il s'agit pour lui de dépasser finalement le projet du théâtre populaire à la Jean Vilar, le projet qui consiste à faire venir au théâtre des personnes de toutes les couches de la société, et notamment des milieux populaires, et de passer à une autre étape finalement, celle qui consiste à faire du théâtre ou un film, en tout cas de la création, avec les gens, et non pas pour les gens, pas pour qu'ils soient spectateurs, mais qu'ils soient aussi pleinement acteurs et auteurs de la création. Il est extrêmement pionnier en cela, et en 1981, donc, Gatti se pose à Derry dans l'école professionnelle de Paddy Doherty, le workshop, comme on en parle dans Irlande Terre Promise, le workshop, c'est-à-dire tout simplement l'atelier, qui est un des rares lieux qui accueille à la fois des protestants et des catholiques, dans cette ville en tout cas. Et ensemble, ils vont réaliser un film qui s'intitule Nous étions tous des noms d'arbres, un vrai film de cinéma avec en film, en pellicule 35 mm, de la pellicule couleur, et avec une vraie équipe de tournage. Un film de fiction, au sens où les adolescents du workshop, ils jouent des rôles qu'ils auront préparés, répétés, mais une fiction qui colle de tellement près à leur expérience vécue que c'est en fait une sorte de documentaire transfiguré, si on veut, euh, qui est une création collective à partir de l'expérience vécue des gens. Et comme toujours, dans son travail, Gatti affirme bien ce caractère de création collective, même si c'est lui qui l'anime, au sens fort du mot animé, qui donne une sorte d'âme tout à fait gattienne à cette création. Je vais montrer là un extrait justement où il parle de Doherty, le responsable du workshop. Alors Hélène Chatelain, elle est l'accompagne dans la vie, elle est la collaboratrice de Gatti. Et à Derry, elle filme les séances de travail avec sa caméra vidéo portable. C'est de ce travail d'observation de la jeunesse de Nous étions tous des noms d'arbres que va sortir Irlande Terre Promise, et elle, une vidéo d'Hélène Chatelain. Nous allons regarder un extrait de 3 minutes qui est le début et qui, à bien des égards, permettra de comprendre la singularité de cet objet.
Alors, on me signale qu'il n'y a pas de son. Voilà, les aléas du direct, comme on dit. Euh, alors, on va essayer de remédier à ce problème en revoyant le premier extrait et puis également le deuxième. Je suis absolument désolé puisque lors des tests, ça semblait fonctionner. Je relance cet extrait. Puis on va me dire si ça fonctionne. Chez moi, ça marche. Bien, alors les difficultés techniques semblent faire qu'on ne pourra pas voir les extraits. Euh, Fort heureusement, vous pourrez voir par vous-même sur Vimeo la vidéo, hein, sur la page Facebook. Vous avez le lien, l'adresse. C'est extrêmement curieux, mais les images, comme je vais le dire, les images ne suffisent pas puisque c'est une œuvre dans laquelle la parole, l'écriture a une très très grande importance et la profération des mots dans le travail de Gatti autant que chez Len Châtelain sont absolument primordiaux. Donc, je vais parler de cette œuvre sans montrer d'extrait. Alors, cinéma et vidéo, quelle différence à cette époque-là, c'est une différence fondamentale. Aujourd'hui, ce qu'on voit en salle de cinéma, à la télévision, sur Internet, tout est en numérique. Il n'y a pas de différence de nature. Il y a seulement des différences de degré de qualité, si on veut, mais tout est numérique. Alors qu'entre les années 1960 et les années 1990, il y a eu coexistence de deux technologies d'enregistrement de l'image en mouvement complètement différentes par nature. En face du cinéma qui est né à la fin du 19e siècle, il y a eu désormais aussi la vidéo analogique, comme on dit, par différence avec la vidéo numérique. Sur le film de cinéma, la pellicule translucide, on fixe 24 photographies par seconde. Sur la bande magnétique vidéo, on enregistre des signaux qui sont destinés à être restitués sur un écran de télévision. Voici un des premiers supports sur lesquels la vidéo était enregistrée, support opaque, support magnétique, c'est un support vierge, de maltraité, qui était utilisé sur les premières caméras vidéo portables. Et caméra vidéo portable, là est le mot important. À partir de la fin des années 1960, il commence à exister des caméras vidéo portables et autonomes. Petits outils, assez petits outils, très pratiques. Pour la première fois, on peut filmer vraiment seul, c'est-à-dire enregistrer de l'image, mais aussi du son synchrone avec l'image, avec un matériel discret. Je vous montre une image d'une de ces caméras, la Portapac, apparue à la fin des années 60, telle qu'elle est présente sur Gallica, puisqu'il y a une collection patrimoniale de matériel audiovisuel, collection Charles Cros, qui est consultable en partie sur Gallica. Alors, avec cette caméra vidéo portable, on peut enregistrer sans compter. C'est aussi un autre avantage, en plus de la discrétion et de la possibilité d'enregistrer du son synchrone, c'est qu'on n'a pas besoin d'économiser la pellicule comme avec le cinéma, parce qu'au cinéma, une fois qu'on a impressionné de la pellicule, comme on dit, qu'on a filmé avec, c'est une bonne fois pour toutes, et la pellicule coûte de l'argent, tandis que la bande magnétique, elle est effaçable et elle est réenregistrable à volonté, et donc on peut filmer sans compter tout au long de la journée si l'on veut, et puis conserver uniquement ce qui est au final valable.
Hélène Châtelain, elle a commencé à se servir de la vidéo très tôt, dès le début des années 1970, quelques années après l'arrivée de ses premières caméras. Il faut bien voir que quand Agnès Varda ou Alain Cavalier révolutionneront le cinéma en commençant à filmer seuls avec des caméras vidéo, ça sera au milieu des années 90, des années 1990, donc une vingtaine d'années plus tard que par rapport au moment où Hélène Châtelain, elle, commence à faire de la vidéo. Parce que dans les années 1970, la vidéo n'est pas l'affaire des cinéastes, pour l'essentiel, elle est l'affaire d'un petit monde de créateurs et de créatrices qui ont d'autres ambitions que les ambitions de création qui sont celles des cinéastes, et qui sont des personnes aussi qui sont très engagées sur le plan politique et social. Et c'est tout à fait le cas d'Hélène Châtelain. Maintenant, la singularité d'Hélène Châtelain dans ce petit monde de la vidéo des années 1970, c'est qu'elle a un rapport distancié à ce qu'on appelle le direct. Le direct, c'est l'idée, en fait, que on va donner la parole à toutes les composantes d'une société. On va leur permettre d'exprimer sans filtre leur expérience, leurs aspirations, leurs revendications, sans passer par le filtre des discours autorisés, sans avoir le discours, le commentaire surplombant de l'observateur autorisé à parler. Chaque parole pourra se faire entendre. C'est ça un peu l'idée du direct. Et le direct, il est né au cinéma et à la télévision dans les années 60, mais une bonne partie de la vidéo des années 1970, en quelque sorte, reprend cet idéal en reprochant à la télévision de ne pas l'avoir accompli et de faire semblant de faire du direct ou de ne pas faire du direct jusqu'au bout. Et donc, une bonne partie des pratiques de la vidéo des années 70, ça va être de faire vraiment entendre la parole des opprimés, des femmes, des ouvriers, des immigrés, etc., de ceux à qui on ne donne pas la parole. De là sont sorties, par exemple, des vidéos comme celle de Carole Roussopoulos, où surgissent des prises de parole inouïes, non coupées au montage, qui se déroulent pendant de longues minutes. La prise de parole, par exemple, de Christiane, ouvrière de Lippe, qui est restée dans les annales. Dans sa pratique de la vidéo, Hélène Châtelain n'est pas du tout dans ce projet d'aller plus loin dans l'idéal du direct. Elle est même plutôt, si j'ose dire, dans l'indirect, même si le mot n'est pas estampillé. Parce qu'elle ne cherche pas à révéler une sorte de vérité vécue qui viendrait s'offrir toute nue à la caméra, simplement en donnant la parole. Avec Armand Gatti, elle partage l'idée qu'il ne suffit pas de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, pour que spontanément cette parole surgisse. La parole, elle est quelque chose pour elle, pour lui aussi, qui doit se travailler, qui doit se chercher avant de trouver son chemin. Vous verrez dans la vidéo, puisque là encore je ne peux pas montrer d'extrait, que Irlande Terre Promise d'Hélène Châtelain montre tout le travail de préparation qui est effectué par Gatti avec les jeunes du workshop, des jeunes qui sont dans une formation professionnelle et qui ont un bagage scolaire classique réduit. C'est un travail de préparation qui passe beaucoup par la sérigraphie, par la bande dessinée, donc déjà par une alliance entre l'image et la parole. Les vidéos d'Hélène Châtelain sont donc dans l'indirect, sont très écrites par rapport, par exemple, à ce qu'on pourrait opposer, qui sont les vidéos de paroles, de paroles spontanées, de paroles surgissantes qu'on trouve par exemple chez Carole Roussopoulos. Il y a chez Hélène Châtelain tout d'abord une écriture du commentaire, une écriture extrêmement élaborée, un commentaire qui est porté par le timbre chaleureux de sa voix, un commentaire qui explique mais qui déborde aussitôt la simple explication, un commentaire qui proclame sans phare un projet où la création et la politique sont tout un, sont inséparables, et un commentaire qui suggère des analogies entre les époques et les lieux. On aurait pu l'entendre bien dans le premier extrait, c'est
des parallèles qui sont faits entre le passé de résistants d'Armand Gatti et puis les résistances des Irlandais, par exemple. Une autre écriture extrêmement élaborée chez Hélène Chatelain, c'est l'écriture du montage, qui est toujours extraordinairement ciselée chez elle. On peut le voir aussi, par exemple, dans une série mémorable qui s'appelle Le Lion saccagé ses ailes, qu'elle a réalisé avec Stéphane Gatti dans le pays de Montbéliard. Simplement, par différence avec Le Lion saccagé ses ailes, qui est constitué d'une matière homogène, qui est une matière vidéo noir et blanc, il y a une audace absolue dans Irlande Terre Promise, c'est que Hélène Chatelain juxtapose, colle bout à bout des images dont les textures sont complètement hétérogènes. Il y a des images vidéo en couleur, comme celles qui sont tournées au Festival d'Avignon, où Gatti va présenter le résultat du travail effectué. Il y a des images vidéo en noir et blanc, des images qui sont tournées avec une petite caméra portable au workshop pendant la genèse donc de Irlande, de Nous étions tous des noms d'arbres. Il y a des images de cinéma, de pellicule, 16 mm noir et blanc, des images d'affrontements, de barricades, probablement, je pense, des images récupérées, préexistantes que Hélène Chatelain a récupérées. Et puis, il y a les images cinéma couleur 35 mm qui sont tirées de Nous étions tous des noms d'arbres, du film réalisé par Gatti avec les jeunes. Et Hélène Chatelain ne cherche pas à atténuer cette hétérogénéité de ces matériaux qui sont juxtaposés, cousus ensemble. On voit bien au contraire qu'elle cherche à jouer au maximum de ces disjonctions. Et l'effet de ce patchwork visuel, c'est qu'il dénaturalise les images, c'est-à-dire que il n'y a pas une sorte de convention admise au départ du film de représentation avec laquelle on ferait et qui nous et qui prétendrait nous donner un accès direct au réel. On est dans une multiplicité de types d'images qui nous introduit en permanence un rapport réfléchi et distancié en tant que spectateur. Il y a chez Hélène Chatelain une grande défiance à l'égard des images médiatiques, à l'égard des images en flux continu et homogène qui viennent prendre la place de l'expérience vécue, qui veulent se substituer au réel, des images de télévision en continu qui deviennent des modèles d'identification mortifère dans un contexte historique comme celui du conflit nord-irlandais. En fait, choisir la vidéo dans les années 70, c'est toujours, pour ceux qui le font, qui sont peu nombreux, hein, c'est toujours prendre le contre-pied de la télévision d'une manière ou d'une autre, introduire une critique de l'hégémonie du mass média télévisuel. Et c'est pour ça qu'Hélène Chatelain dénonce la présence des mass médias aux funérailles des Irlandais tués par la police, comme vous pourrez le voir à un moment. C'est parce que la télévision, dit-elle finalement, en somme, c'est d'assurer la reproduction du même, c'est-à-dire en quelque sorte d'obliger les représentants, les membres des différentes communautés à jouer leur rôle et donc à prolonger l'affrontement parce que il y a là un modèle de groupe, de comportement de groupe qui est produit par les mass médias et que par conséquent la tuerie est sans fin et se prolonge indéfiniment. Et tout à l'opposé, le principe du travail de Gatti avec les jeunes du workshop, ça va être d'ouvrir un espace où chacun peut se découvrir lui-même en travaillant sur sa parole et peut engendrer finalement lui-même sa propre parole et ainsi se libérer, exister enfin, exister comme un être émancipé. C'est finalement là quelque chose d'essentiel, le modèle de création que Hélène Chatelain oppose à la télévision comme production de stéréotypes qui impose à chacun d'obéir en quelque sorte au modèle qui est produit par les mass médias, c'est de devenir lui-même à travers le travail de création collective proposé par Gatti. Alors ça peut troubler d'une certaine façon qu'au moment de la grève de la faim collective des prisonniers irlandais, dont certains, je parlais de Bobby Sands, vont mourir, au moment le plus répressif, le plus violent de cette guerre, Hélène Chatelain et Armand Gatti abordent le sujet
de manière décalée, déplacée par cette initiative locale du workshop. Et il y a là de leur part en fait une forme de courage à ne pas rejoindre la scène de la grande histoire, à ne pas faire une forme de militantisme finalement un peu qui pourrait peut-être paraître un peu convenu, qui consisterait à simplement témoigner de ce qui se passe sur les barricades en regard des images d'histoire spectacle produites par la télévision, mais d'aller ailleurs, d'aller inventer un autre lieu et un lieu où se construit un projet d'émancipation en recherche. Sur ce sujet, je peux renvoyer, et je recommande vraiment de le lire, un article d'Olivier Neveu qui est apparu dans le revue Trafic dans son numéro 96 et qui parle très bien de ce cas. Voilà, alors pour terminer, je voudrais dire un mot de la restauration de cette œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire que restaurer une œuvre en vidéo? Restaurer dans le domaine audiovisuel, c'est numériser un maximum d'informations contenues sur les supports d'enregistrement d'origine et c'est repérer les défauts liés au passage du temps et les corriger avec des outils logiciels. Donc, ça n'est pas intervenir sur les supports originaux qui sont dans nos collections et que nous a déposé La Parole Errante, la structure qui a créée par Armand Gatti et qui gère les archives d'Armand Gatti et de ce que je peux appeler la nébuleuse Gatti, dont fait partie Hélène Châtelain. Le travail de restauration, il consiste à numériser au mieux ces supports-là et à corriger les défauts qui ont été, qui sont repérés, qui sont pas des défauts d'origine inhérents à l'œuvre à son départ, mais au passage du temps et aux accidents causés par le passage du temps. De nombreux acteurs publics et privés, le Cinémathèque par exemple, restaurent le patrimoine très peu nombreux sont ceux qui restaurent le patrimoine vidéo. D'ailleurs, la vidéo qui est apparue dans les années 1960 n'a été reconnue en tant que patrimoine que très récemment. L'une des plus notables spécificités de la restauration vidéo par rapport à la restauration du film, c'est que pour relire les vidéos anciennes, on est dépendant du matériel de lecture de l'époque, du matériel de lecture qui est contemporain finalement de ces bandes et qui est aussi vieux qu'elles. Alors que pour la numérisation du film, on a des scanners dernier cri très modernes. Il y a donc une complexité déjà à relire ces supports pour les numériser avant de passer à la restauration. La restauration présente des spécificités, je veux dire l'intervention des outils numériques, mais il y a un point commun avec la restauration du film, c'est qu'il faut bien voir que ça n'est pas une science dure, c'est un art d'interprétation. C'est un art d'interprétation qui est cadré par des règles, mais aussi par un exercice du regard, par une capacité à regarder et au final à faire des choix qui s'apparentent à petite échelle à des choix artistiques finalement, même s'ils doivent rester le plus modeste et impersonnel possible de la part du restaurateur. Et dans le cas d'Irlande Terre Promise, on s'est trouvé confronté à un choix délicat. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les images de Nous étions tous des noms d'arbres? Hélène Châtelain, elle les avait transférées en vidéo à l'époque, donc elle avait une qualité vidéo analogique, une qualité dégradée par rapport à ce qu'était le film, un peu comme un transfert en cassette VHS d'un film. Nous, on a choisi, puisque aujourd'hui on peut numériser en haute résolution le film pellicule, de repartir du film, de la numérisation haute résolution du film pellicule et que les inserts de Nous étions tous des noms d'arbres, de ce très beau film en couleur, on le voit dans Irlande Terre Promise, dans la qualité technique qu'on peut offrir aujourd'hui. Ce choix, on l'a fait parce que il entre dans l'esthétique même d'Irlande Terre Promise, de jouer, je l'ai dit, d'une sorte de disjonction absolue sur le plan esthétique entre les différentes matières d'image. Et finalement, faire cela, c'était prolonger encore d'une certaine façon le geste d'Hélène Châtelain en jouant à fond la carte de cet effet patchwork, de cette disjonction esthétique entre les matières d'image. Maintenant, ce sera à vous de juger du résultat
évaluer vous-même en tant que spectateur. Pour terminer, quelques remerciements à l'équipe en charge de la restauration, tout d'abord. C'est à chaque fois des très gros projets et des projets en collaboration. Donc, il faut saluer citer les noms des personnes qui l'ont fait et les saluer. C'est Daniel Maricard, Gérald Rompin et Cédric Berja au département de l'audiovisuel de la BNF. Donc. Et puis merci à Jean-Jacques Ocard de La Parole Errante, la maison fondée par Armand Gatti, qui a confié à la BNF l'ensemble de ses archives audiovisuelles, qui est un continent considérable, parmi lesquels il y a les vidéos d'Hélène Châtelain, dont d'autres, à leur tour, seront numérisées dans les années qui viennent. Voilà, cette séance s'arrête ici. J'espère que vous aurez la curiosité de découvrir par vous-même le film, bien qu'on en ait la vidéo, pardon, bien qu'on n'en ait pas vu d'extrait. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.